Bon, mais allons-y. On va laisser les personnes qui vont continuer à se joindre, on va les laisser se connecter. Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue au deuxième webinaire de la série Expérimenter la circularité. Donc, je suis Alice et je vous accueille avec ma collègue Hortense aujourd'hui, puis pour les 6 autres webinaires de la série. On va animer toutes les deux alternativement les sessions qui restent et on va intervenir dans les discussions. On travaille toutes les deux au CERIEC, qui est le Centre d'études de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui est basé à l'ETS à Montréal. Cette série de webinaires est issue du projet du Lab Construction, un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour le secteur de la construction. C'est un dispositif qui a permis de mener 19 projets en se basant sur la co-création et l'expérimentation. Et ces projets ont permis de tester et de démontrer les stratégies d'économie circulaire pour le secteur de la construction. Les projets sont portés par un ensemble de porteurs et porteuses issus de la recherche du secteur privé ou public. Et ce sont les personnes que nous invitons dans cette série de webinaires à venir raconter leur expérience et apprentissage en lien avec leur projet du Lab Construction. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans le deuxième webinaire. On a une série de 8 thématiques. On a commencé lundi dernier avec une séance introductive sur les concepts de l'économie circulaire en construction. Puis aujourd'hui, lors de ce deuxième webinaire, on explore la conception circulaire et la déconstruction. À partir de la semaine prochaine, on va continuer avec d'autres thématiques, donc les méthodes de quantification et les modèles d'affaires pour l'économie circulaire en contexte municipal, les processus d'approvisionnement, la rénovation résidentielle circulaire, les leviers réglementaires, puis finalement le réemploi et les valorisations des résidus. On vous met dans le chat un lien pour vous inscrire aux prochaines séances qui auront lieu les lundis et jeudis les 3 prochaines semaines. Donc voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est notre deuxième session pour la série. Elle s'intitule « Boucler les boucles, conception circulaire et déconstruction ». On reçoit 3 invités aujourd'hui, donc bienvenue à Béchara, Ivanka et Carlo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter brièvement. Donc on a avec nous Béchara Elal, qui est professeur à l'école d'architecture de l'Université de Montréal, et Ivanka Yordanova, qui est professeure au département génie de la construction de l'ETS. Ils ont tous les deux travaillé sur le projet bâtiment adaptable et démontable du Lab Construction. Puis, on a Carlo Carbone, qui est professeur à l'école de design de l'UQAM. Il a analysé, dans le cadre du projet du Lab Construction, le potentiel de déconstruction d'un système de construction modulaire qui s'appelle GoKit et qui est développé par Québec Wood Export Bureau. Donc, avant de rentrer dans le vif, donc bienvenue déjà à tous les trois. Merci. Bien content de vous avoir autour de la table. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste passer au travers de quelques informations techniques pour le webinaire. Donc, aujourd'hui, on est en mode webinaire. Le chat est désactivé et vous ne pouvez pas lever la main, mais par contre, il y a une boîte questions-réponses dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Il y a notre collègue Raphaël qui est avec nous et qui va pouvoir répondre à certaines de vos questions par écrit et nous soutenir là-dessus. Et puis, à la fin, on va prendre note de vos questions, puis il y aura une période où on va prendre le temps de poser certaines questions aux panélistes. Autre information, vous pouvez ajuster la taille de la présentation et de la vidéo grâce à la barre au milieu de votre écran que vous pouvez faire glisser. Et puis finalement aussi, donc un peu en primeur, tous les projets d'expérimentation qui sont présentés dans les webinaires seront disponibles sur une plateforme du Lab Construction et on va vous partager une version bêta qui est par courriel dans les prochains jours. Elle est vraiment presque prête, donc vous allez recevoir cette information par la suite. Et aussi, ces webinaires sont enregistrés puis seront disponibles en rediffusion sur la page YouTube du CERIEC. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ivanka, Béchara, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi c'est important de s'intéresser, c'est Béchara, à la conception quand on parle d'économie circulaire? Oui, donc bonjour
à tous et toutes. Donc oui, absolument, la question de l'adaptabilité, c'est essentiel parce que je vais dire peut-être la définition, une des définitions d'adaptabilité qui aide peut-être à mettre les choses en place, la capacité du bâtiment à s'adapter aux nouveaux besoins des occupants, de la société, de l'environnement avec un minimum de perturbations pour retarder la fin du cycle de vie du bâtiment. Donc on comprend bien que le bâtiment, on ne le voit plus comme un objet statique, mais plutôt comme quelque chose de dynamique qui existe dans le temps, qui va varier en fonction des besoins qui vont changer, que ce soit ceux de gens qui sont à l'intérieur, de la société, des conditions climatiques qui changent déjà très vite, on le voit tous autour de nous, et on veut qu'il y ait en fait un minimum de perturbations pour que les choses se fassent de façon plus fluide possible. Donc, voilà, les raisons pour le changement fonctionnel, technique, environnemental, législatif, culturel, économique. Et là, vous avez une image d'un bâtiment historique. Donc, la notion de patrimoine est extrêmement importante aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette logique d'adaptation. Donc, de toute façon, c'est quelque chose de conceptuel en partant. Il faut le penser d'un point de vue théorique. Alors, il y a un grand principe il y a plusieurs principes. On a tendance à parler en général de recyclage, de récupération, de réutilisation. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est en fait un grand éventail d'opérations qui vont intervenir sur les bâtiments en général. Donc, de façon très globale, vous voyez que ça part d'un R0 à R9 en bas. L'élément en bas, c'est quand on intervient sur les matériaux, donc les éléments qui sont beaucoup plus réduits dans le bâtiment. Ensuite, on a les parties qui sont un ensemble de matériaux et ensuite, on a les produits qui sont un ensemble de parties en fait composées. Et plus on intervient haut dans ce principe-là, donc pas sur les matériaux, mais sur les systèmes du bâtiment, plus on est en fait circulaire et plus on peut être efficace. Et l'adaptabilité se situe vraiment dans le cercle que vous voyez ici, qui sont réutilisés, réduire et repenser en fait. Donc c'est une stratégie qui en général est beaucoup plus circulaire et efficace que si on décompose un bâtiment en matériaux et qu'on essaie de les recycler après. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Et pour comprendre donc, la notion d'adaptation, il y a une grande théorie qui a été, un grand principe, je dirais, qui a été avancé en 1994 déjà, donc il y a 30 ans maintenant, où le bâtiment n'est pas vu donc, comme quelque chose de statique, mais de quelque chose de fermé, mais plutôt comme un ensemble de couches. Plutôt que de voir le bâtiment comme un tout, c'est plutôt un site avec une enveloppe, avec une structure, avec des services à l'intérieur, un aménagement architectural et du mobilier à l'intérieur. Et ce que vous voyez à droite, c'est l'échelle du temps, en fait, parce que toutes ces couches-là ont des durées de vie différentes. Donc, là, bien sûr, la structure tient beaucoup plus longtemps, à peu près 150 ans, vous voyez. Le mobilier, lui, va durer peut-être 2-3 ans. Et donc, à un moment donné, il va falloir intervenir pour changer le mobilier. Il va falloir le transformer parce que la vie change. L'aménagement va se faire chaque 10 ans pour pouvoir remettre les choses en place. L'enveloppe, chaque 50 ans, il faut la retravailler. Donc, si on considère que toutes ces couches sont toutes séparées et pas toutes prises les unes dans les autres, l'adaptation se fait de façon beaucoup plus fluide, en fait. Et c'est ce grand principe-là qui mène un peu tout le travail qu'on a fait. Ce qu'on a fait aussi dans la recherche, la revue de littérature qu'on a faite, c'est qu'on a identifié les typologies de l'adaptabilité. Il y a plusieurs façons d'adapter les choses. Et quand on comprend en fait que l'adaptation, c'est pas juste un buzzword ou une façon une étiquette en fait pour être plus durable, mais c'est qu'en fait il y a des changements d'activité qui vont impliquer un certain type de changement au niveau des fonctions, changement d'espace, le changement de performance aussi. On peut penser dans ce cas-là à la rénovation d'une enveloppe de bâtiment, par exemple, qui va se faire donc à une certaine période de vie, un changement de taille qui peut venir avec une augmentation ou une réduction, un changement d'usage. On a déjà vu des églises transformées en condos, donc comment on s'adapte. Et puis, bon, le plus extrême, le changement de localisation, des bâtiments qui pourraient se déplacer ou pourraient se retrouver un peu partout. Donc ça vous donne un petit peu le grand cadre théorique qui a mené au travail qu'on a fait. Oui, donc on a travaillé ensemble avec Béchara sur ce beau projet, puis on continue. En fait, c'est un projet qui, je pense, qu'il va continuer encore plusieurs années.
Super intéressant et très pratique, surtout en vue de cette circularité qu'on aimerait atteindre avec notre environnement bâti. Vous voyez sur cette image une autre possibilité qui est rendue en fait disponible à notre industrie grâce à l'adaptabilité plus facile, mais aussi grâce à l'utilisation de la préfabrication. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est Urban Village, donc c'est un projet, je crois, danois, si je ne me trompe pas. Mais vous avez à gauche le cycle de création de ces éléments-là et à droite un cycle d'abonnement. Donc, à la place de construire et après de défaire et de recycler peut-être des éléments, je peux les réutiliser ou quelqu'un d'autre peut les réutiliser. Alors, c'est une espèce de ubérisation de la construction qu'on appelle, mais si on suit ces principes d'adaptabilité, les couches séparées, etc., que Béchara vient d'expliquer, mais on va être capable de créer ces différents types en fait d'industries ou de modèles d'affaires dans l'environnement bâti. Et de cette façon réduire de beaucoup le gaspillage. Alors, avec le travail d'une de mes doctorantes, Saba Bayanat, en fait, on a, qui est supervisé aussi par Béchara, on a créé un outil d'aide à la conception en vue de l'adaptabilité de bâtiments. Donc, comment faire, quels principes, quelles approches mettre dans notre conception pour que le bâtiment soit plus facilement changeable. Et encore une fois, en fait, on s'est basé sur la théorie, bien sûr. Donc, ce tableau, c'est un grand tableau qui prend en compte les différentes couches dont on a parlé tout à l'heure et des différentes exigences par rapport à ces couches-là, des exigences structurales, des exigences techniques et d'autres types d'exigences. Et vous voyez ici une explication d'abord par rapport à chaque stratégie, la référence de littérature parce qu'on veut être sûr qu'on se base sur les bonnes choses. Après, c'est quoi exactement la contribution à l'économie circulaire? Et après, il y a les deux dernières colonnes, en fait. On va expliquer si cette stratégie-là va contribuer à la prolongation de la vie du bâtiment comme tel ou plutôt va contribuer à la facilité de changement. Donc, c'est peut-être le prochain slide. Et on a converti ce tableau aussi en une espèce de questionnaire qui nous aide à évaluer l'adaptabilité d'un bâtiment déjà existant ou d'un bâtiment qu'on est en train de concevoir. Donc, pour chacun de ces aspects qui sont dans le précédent tableau aussi, on va avoir c'est quoi la meilleure condition, c'est quoi la pire condition. Et donc, on va donner des réponses qui nous permettent à évaluer le niveau d'adaptabilité. C'est un travail qui est pionnier quand même au niveau mondial, je pense. Je n'ai pas vu des évaluations de ce style-là. Donc, je ne sais pas si... super, merci. Oui, merci. On voit bien le cadre conceptuel, puis on comprend toute la base théorique derrière, mais concrètement, peut-être pour aider les gens à rentrer davantage dans le sujet, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'adaptabilité qui a été réalisé au Québec? Oui, donc il y a plusieurs projets qui réfléchissent à cette question-là. C'est intéressant, on va en parler un peu plus tard aussi, mais peut-être la terminologie n'est pas encore très établie dans ce domaine-là et souvent les gens vont parler de changement, d'adaptation, de réemploi par rapport à quelque chose qu'on va appeler adaptabilité dans le cadre de notre projet de recherche avec vous. Mais un bel exemple d'un projet qui est en train de se construire en fait, c'est le stationnement, le nouveau stationnement de l'aéroport de Montréal. Qui est conçu pour pouvoir offrir une autre vie dans le futur de ce bâtiment-là, comme des espaces de bureaux, par exemple. Donc, un stationnement qui va devenir des bureaux parce qu'on imagine que les gens vont utiliser moins la voiture privée dans une avenue proche et aussi il va y avoir le REM qui va s'y rendre. Donc, heureusement, parce que l'achalandage va diminuer au bord de l'aéroport. Mais aussi, c'est un bâtiment qui est conçu pour répondre aux besoins futurs
infrastructures, notamment à l'intégration de nouveaux modes de transport et d'accès. Et aussi, on pense que le hall d'entrée pour les passagers va être un carrefour qui va être très dynamique et très, comment dire, adaptable à des différents usages qui, on voit, évoluent beaucoup avec le temps. Super, merci, merci Ivanka pour cet exemple, je pense, qui est clair et qui montre bien comment vraiment le contexte autour d'un bâtiment peut aussi influencer ses usages futurs. Je vais me tourner vers Carlo maintenant, parce que toi, tu t'es penché sur une autre stratégie d'économie circulaire en conception, donc la construction modulaire. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots juste pour que tout le monde puisse comprendre la différence entre la construction modulaire et les liens aussi avec l'adaptabilité et ses bénéfices en termes d'économie circulaire? Oui, mais en deux mots, c'est de la construction industrialisée. En fait, c'est une des approches de la construction industrialisée. C'est la fabrication en usine de sous-assemblages qui peuvent être de plus ou moins grande taille, à partir d'un logement complet, d'un demi-logement, aller vers des salles de bain, mais essentiellement, c'est des boîtes qu'on fabrique en usine et qui sont transportées par la suite au chantier pour être juxtaposées, empilées, selon l'aménagement qui est défini. Et tout ça est fait pour avoir des gains. On peut imaginer des gains en termes de temps parce qu'il y a un chevauchement de tâches. Pendant qu'on fait des choses sur le chantier, on peut faire des choses en usine. Et ce chevauchement de tâches amène un certain gain. Et un des gains, c'est en termes de temps. L'autre gain, c'est en réduction des déchets qui sont associés à la construction conventionnelle. Puis peut-être un des gains qui est très mentionné dans la littérature, c'est le potentiel de circularité qui est identifié par rapport à cette question d'un assemblage plus facile. Donc, si les choses sont modularisées, ça veut dire qu'ils peuvent être assemblés plus facilement, donc peut-être désassembler plus facilement, et éventuellement être plus facile à réparer. Et c'est ça qu'on voulait tester. Je dis peut-être parce qu'on voulait vraiment le tester. C'est à ça que le projet a servi. Ouais. Donc c'est ça, c'est ce que vous avez voulu faire, donc voir en fait comment cet assemblage industrialisé peut permettre potentiellement une déconstruction plus facile. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre cette construction modulaire, ce désassemblage, puis l'adaptabilité et puis le potentiel de ces différentes approches là pour la réduction des ressources vierges? Je pense que si tu veux aller un peu plus en détail là sur ce que vous avez fait sur le projet GoKit. Donc, en fait, pour le projet GoKit, nous, on voulait en fait défier la littérature. Dans le sens que la littérature nous dit que la construction modulaire, c'est très adaptable. Donc, nous, on voulait le tester. Est-ce que c'est vrai? Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est le système constructif hybride acier-bois qui a été développé dans le cadre d'une initiative industrielle avec 3 fabricants locaux au Québec pour augmenter leur capacité de production. Et c'est avéré assez vrai au niveau de l'assemblage. Donc, au niveau de l'assemblage, de la juxtaposition des modules, tout ça est quand même assez facile à faire, assez simple au niveau de l'usine. Et même une fois rendu au chantier, avec des connecteurs qui ont été développés, c'est assez facile d'empiler les choses. Donc, nous, on a fait 3 ateliers avec les intervenants du projet pour essayer de comprendre maintenant comment on fait pour le déconstruire, comment on fait pour le désassembler. Et ce qui est intéressant, si on regarde la prochaine diapo, on revient sur un principe qui a été évoqué par Bécharat tout à l'heure, sur la dissociation des couches. Et ça fonctionne jusqu'à un certain point. L'image que vous avez à droite, c'est que, en fait, ce qui est construit en usine, c'est la boîte jusqu'à son isolant extérieur. Tout le système de revêtement est posé sur le chantier. Donc, jusqu'à un certain point, tout le revêtement et ses sous-composantes peuvent être très bien enlevées facilement et même réutilisées. C'est des fixations mécaniques. On peut même choisir des fixations qui vont permettre de facilement réutiliser ces éléments. Et même que nous, on a découvert avec quelques stratégies, il faudrait découper des membranes, des choses comme ça, mais il est possible, comme l'image montre, d'arriver à la boîte telle qu'elle était produite en usine et la mettre sur un camion et la livrer dans une autre site pour être utilisée.
Donc, il y a cette facilité-là jusqu'à ce que j'appellerais l'arrière-mur. Hein. Le mur est composé de 2 phases, le revêtement qu'on voit à l'extérieur et l'arrière-mur. Donc, jusqu'à l'arrière-mur, ça fonctionne très bien. Donc, on peut réutiliser des choses parce qu'il y a vraiment une dissociation des couches. Donc, la théorie de Branch est bien appliquée. Là où ça commence à être peut-être un peu plus difficile, c'est qu'on a testé dans ces ateliers la relocalisation des modules. On voulait aller plus loin. On s'est dit, mais est-ce que c'est possible d'aller à la composante initiale et tester si on peut réemployer ces composantes? Donc, le deuxième atelier qu'on a fait, c'est peut-être l'atelier qui s'appelait le Design for Reuse, hein, pour la réutilisation. Et nous, ce qu'on a fait, l'image le montre, c'est qu'on a tenté d'aller jusqu'à la sous-composante principale du module volumétrique. Et c'est là où ça se complique. En fait, il y a 2 archétypes qui se contaminent. Hein. Il y a la construction sèche avec des fixations mécaniques qui sont assez faciles à enlever. Et tout ce qu'on a dans nos environnements, les plâtres, les cols, les membranes, où là, c'est un peu plus difficile. En fait, ce que nous, on a découvert, c'est que ça prendrait quand même une démolition assez destructive pour atteindre les composantes d'origine. Il y a certains principes qui ont été mis en place au niveau de la structure, par exemple, pour avoir des contreventements continus. Donc, il faudrait scier, et donc ça serait assez difficile d'avoir la composante d'origine, mais ça serait possible de l'atteindre. Et le grand avantage que nous, on a vu, c'est vraiment au niveau de la relocalisation des modules de base. Si on voulait aller plus loin dans cette notion de réemploi, mais il faudrait y travailler pour peut-être changer la culture de nos intérieurs, de nos façons de réussir les coups de feu, de nos façons de réussir les membranes par air, par vapeur. Toutes ces technologies existent, mais il faudrait changer notre culture et comment on voit les intérieurs du bâtiment, par exemple. Le troisième atelier qu'on a fait, c'est au niveau de l'adaptabilité. Donc, de tester est-ce qu'il serait possible, par exemple, de modifier les aménagements intérieurs assez facilement. Puisque la boîte contient juste un périmètre porteur, la boîte est très flexible. Donc, on peut enlever des murs, changer des aménagements. Donc, nous, ça nous a fait peut-être considérer différemment la flexibilité et l'adaptabilité. Dans le sens que oui, les modules sont flexibles à l'origine. On peut faire n'importe quel aménagement à l'intérieur de ces modules-là. Mais dans leur durée de vie, si on veut changer des éléments et donc rendre ça un peu plus au niveau de l'adaptabilité qui était discuté par Ivanka et Béchara tout à l'heure, mais les systèmes ne sont pas suffisamment dissociés les uns des autres et les fixations ne sont pas prises en compte pour dire, mais la cloison, est-ce que ça tient par compression? On peut juste la diminuer en hauteur, la changer, la placer à un autre endroit. Tous ces éléments-là ne sont pas encore considérés, mais pourraient être considérés. Les technologies existent. Dans le cadre de ce projet-là, ce n'était pas le cas. Donc, le grand avantage, c'était au niveau de la relocalisation. Okay. C'est vraiment intéressant parce que là, on voit à quel point les 2 approches sont complémentaires. Il faut de la construction modulaire, mais si on veut pousser plus loin pour atteindre la fin du cycle, aussi agir à d'autres niveaux du cycle de vie, pas seulement en conception, il faut vraiment penser le bâtiment adaptable dès le début, même en construction modulaire. Oui, puis on voit avec vos exemples que voilà, ces stratégies-là, elles vont vraiment permettre la déconstruction en fin de vie, et donc de boucler ces boucles-là dont on parle tant et dont on parle dans le titre de notre webinaire aujourd'hui. On voit que les choix faits en amont vont avoir un impact sur la fin de vie. Et puis on en parlait ensemble en off, mais tous nos bâtiments ne sont pas conçus comme ça. On est plutôt aujourd'hui dans plâtre-école que dans assemblage mécanique facile à défaire. Or, il faut quand même essayer de gérer cette déconstruction-là dans notre parc actuel, puisque si on suit un peu l'ordre des stratégies de circularité, quel que soit le bâtiment, il faudrait d'abord aller vers de la déconstruction, de valorisation des matériaux, du réemploi, avant d'aller vers du recyclage, et de l'enfouissement serait un dernier recours. Et ce qu'on a vu avec un des projets du lab, qu'on voit ici, on voit quelques photos de ce projet-là à l'écran, c'est le projet de déconstruction dirigé vers du réemploi en Gaspésie. C'est que même pour des bâtiments qui n'ont pas été conçus justement, comme nous l'ont décrit Ivanka, Carlo et Béchara de manière adaptable, et c'est possible en fait de faire de la déconstruction.
On va avoir Nathalie Drapeau, donc de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, qui va intervenir dans nos webinaires 4 et 5 pour nous présenter différents aspects de ce projet. Mais on trouvait ça intéressant de donner ici un aperçu avec quelques résultats clés, de démontrer un peu qu'est-ce que ça veut dire de boucler cette boucle-là de la déconstruction. Donc ce projet-là, qui était un projet d'expérimentation du lab, a confirmé que la déconstruction du bâtiment qui priorise le réemploi était possible, faisable. Il a aussi amené des gains environnementaux, sociaux et économiques. Puis donc les acteurs qui ont été mobilisés autour de ce projet-là ont vraiment estimé que la démolition avait plus sa place. Et on le voit même avec des bâtiments assez anciens. Ils ont travaillé sur 2 sites. L'un a pu atteindre un taux de réemploi de 70%, valorisation 14%, donc ce qui laissait finalement 16% d'enfouissement. Donc, c'est des belles performances par rapport à la norme si on fait une démolition classique. Autre fait intéressant, ils ont atteint un équilibre financier sur cette opération pour ce même site-là, grâce à 2 facteurs, donc la revente des matériaux et le fait aussi qu'en Gaspésie, c'est un contexte un petit peu particulier, les coûts d'enfouissement se trouvent être assez élevés, donc ils ont atteint comme ça l'équilibre par rapport à la démolition. L'autre bâtiment, donc je parlais de 2 sites, a eu des performances un peu moins bonnes. Il a été laissé à l'abandon depuis longtemps, donc les matériaux ont été plus difficiles à valoriser. Puis je reviens avec ma plug systémique dont on a déjà parlé au webinaire 1, c'est que ça aussi, ça amène l'idée qu'il faut avoir des stratégies d'allongement de la durée d'usage des bâtiments, de l'occupation, y compris temporaire, transitoire, avant une éventuelle déconstruction, pour aussi conserver l'état et la valeur des matériaux qui s'y trouvent, qui sinon se dégradent et sont plus difficiles à valoriser. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que l'équipe a rédigé un grand nombre d'outils très concrets associés à chacune des étapes du processus de déconstruction. On avait aussi une équipe de recherche qui était animée par Tasseda Boukeroub de l'ETS, qui ont documenté le processus réel et un processus amélioré ou idéal. Donc, il y a vraiment de la matière à apprentissage et à réplication là-dedans. Puis, voilà, donc on va vous inviter, une fois que notre plateforme sera prête très bientôt, à aller consulter tous ces outils-là. Il y a vraiment beaucoup de matière là-dessus. Merci Hortense pour ce rapide présentation du projet en Gaspésie de déconstruction. Je me retourne maintenant vers les panélistes parce que vous travaillez vraiment plus en conception. Puis je me demande de manière un peu théorique comment cette déconstruction en Gaspésie elle aurait pu être différente si le bâtiment avait été construit de manière adaptable ou démontable. Quels bénéfices vous voyez en phase de déconstruction comme ça d'un bâtiment, de la mise en œuvre, de l'adaptabilité en phase de conception? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Peut-être y aller. Moi, je pense qu'il y a deux items qui ont été suggérés par Béchala au départ avec le schéma sur la dissociation des couches, c'est de considérer la durée de vie et de considérer la durée de vie de chacun des systèmes et de considérer les méthodes de fixation, d'attache et même de gestion et de maintenance par rapport à la notion de durée de vie de chacun des systèmes. Donc, de ne pas cacher un système qui a une durée de vie moindre que celui qu'on vient d'ajouter. Comment on gère cette question et comment on maintient cet actif-là pour qu'au moment de la déconstruction, on puisse mieux utiliser les composants. Ouais. Et peut-être une chose je vais peut-être pas clairement expliquer dans le diagramme des couches, c'est qu'en fait, quand on le regarde, il y a des fins de cycle de vie pour certains des éléments, certaines des couches, de façon régulière. Donc, en fait, le bâtiment est constamment adapté. C'est pas vrai qu'il est adapté une fois tous les 50 ans, puis on n'y touche plus pendant 50 ans. En fait, il est adapté sans arrêt, de façon différente. Donc, s'il faut qu'on intervienne et qu'une couche va empêcher la transformation de l'autre, en fait, non, on n'aura pas le choix de transformer les deux. Et du coup, ça fait des travaux de plus, des déchets de plus, des problèmes de plus. Alors, par rapport au fait que si le bâtiment était pensé de façon adaptable, pour faire en fait une architecture adaptable, en fait, c'est beaucoup, comme tu dis, c'est les connexions. On se serait assuré de pouvoir facilement séparer les éléments, faire en sorte que les couches ne rentrent pas les unes en contact avec les autres. Et je viens de perdre mon fil, mais ça veut dire qu'on peut aussi vraiment intervenir de façon, c'est un mot qui revient beaucoup quand on parle d'adaptation dans l'autre projet sur lequel j'ai travaillé aussi, la notion d'acupuncture, j'ai envie de dire, c'est comme si on travaillait de façon très ponctuelle sur juste ce qu'on a besoin de toucher en fait. Oui, sans le cahier.
C'est ça. Oui, c'est vraiment l'essence de l'économie circulaire Voilà. aussi, de se dire optimiser l'intervention pour optimiser la ressource que tu changes, que tu transformes, puis faire ce qui est nécessaire. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant comme concept. C'est vraiment un changement de paradigme, de façon de penser. Oui, Béchara, tu veux J'allais continuer? juste dire un truc, c'est qu'en fait, quand je regarde, par exemple, l'histoire de l'aéroport, du stationnement, enfin, un bâtiment qui pourrait devenir des bureaux, parce qu'un jour, on n'aura plus besoin de voiture. Une maison qui est conçue pour un couple avec des enfants, mais on sait que les enfants vont partir en appart, donc on va peut-être avoir besoin de maisons plus petites. C'est en fait quand on conçoit de l'adaptable, on prévoit les scénarios d'adaptation à venir. Et de pouvoir penser ça comme ça, ben, on aménage déjà on va dire, on prépare le terrain pour que l'adaptation se fasse de façon fluide, sans se dire, ben, nous, on ferme notre truc, et puis dans 50 ans, ben, ils verront, ils sera le problème de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça, je pense que c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est vraiment un changement de culture. J'aimerais peut-être aussi mentionner l'aspect entretien. Parce que vous avez vu dans notre grand framework, là, le tableau conceptuel des stratégies d'adaptabilité, il y a deux colonnes. Il y a la colonne prolonger la vie des parties du bâtiment qui sont censées vivre longtemps. Donc là, structure, enveloppe, etc., il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on les maintienne en bon état si on veut que ce bâtiment vaille le coup de le adapter à l'intérieur, ces couches qui vivent moins longtemps. Donc, c'est très important la maintenance. Et après, bien sûr, ce que mes collègues viennent de dire au niveau des séparations entre les couches, les systèmes, etc. Et vraiment une posture qu'on doit changer. C'est pas parce que maintenant ma salle de bain qui a été faite il y a 25 ans, qu'elle est plus à la mode, mais elle fonctionne, qu'il faut que je la rénove tout entière. Il faut que je rénove, il faut que je change seulement ce truc qui coule, ou donc maintenir, réparer, avant de penser à tout rénover juste parce que c'est la mode. Mais je pense que c'est un gros changement de point de vue et de paradigme qu'il faut qu'on fasse dans nos têtes, dans notre société et dans nos valeurs. Et peut-être un dernier point aussi par rapport à ce que Carlo disait tout à l'heure, c'est vraiment clair dans ma tête, les bâtiments n'ont pas été pensés d'un point de vue de démontage, d'adaptation. Donc, oui, la logique du plâtre, du gyps partout, de l'isolant qui est peut-être chiclé, on utilise beaucoup d'uréthane, mais l'uréthane, c'est impossible, c'est comme mettre de la colle partout. Ça devient très difficile d'enlever tout ça. Donc, comme on pense à ça de façon, des fois, en lien avec la performance, je pense à l'uréthane, mais sinon, pour des questions esthétiques, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler avec du gyps comme fini, ou est-ce qu'on peut travailler avec des éléments, je ne sais pas, du bois qui peut être facilement dévissé et récupéré tel quel? Donc, dans les bâtiments où ça n'a pas été pensé comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas le choix que d'aller dans une direction où c'est un peu plus destructeur. Mais si on pense aujourd'hui en termes de construction, où on se demande en fait, le choix des matériaux est fait du point de vue de son adaptation dans le futur. Donc, à partir de là, c'est beaucoup plus facile déjà, je pense. Et je pense que aussi la réglementation doit aussi être modifiée parce que nous, il y a des choses qu'on ne pourrait tout simplement pas modulariser. Mécanique, électricité, par exemple, ça demande des fils complètement continus. Donc, c'est impossible de créer des limites à dire, OK, mais on va l'arrêter là et le reste, on va pouvoir le modifier, le changer. Donc, la réglementation, il faut qu'elle change aussi. Oui, peut-être juste un dernier point. Si on a conçu un bâtiment qui soit adaptable au futur, comment on transmet cette information aux usagers, aux opérateurs, etc. Donc, ce qu'on appelle le digital thread, donc l'information doit être transmise. Aujourd'hui, on pense de façon numérique avec la modélisation, avec la simulation qu'on a faite au tout début pendant la conception de ce bâtiment. Mais après, cette information doit être mise à jour et continue pendant le cycle de vie de ce bâtiment, que ce soit pour l'adaptation, que ce soit pour la déconstruction à la fin.
Donc, c'est des choses qui sont importantes aussi. Sur le temps long aussi, puis on n'est pas dans un Ouais. pays numérique, un petit produit qui va durer 1 an ou 2, où on Non, sait que la donnée c'est va être sûr. stockée. Là, c'est d'autres enjeux de... Alors, c'est sûr que dans notre culture numérique, maintenant, on a le BIM, on a ces façons de mettre l'information, de garder l'information présente. Mais je pense au Japon, ça se faisait depuis déjà un moment, dans les années 70, je crois. Il y a eu, le nom m'échappe là, mais il y a eu un projet qui avait été fait justement de maisons adaptables, et il y a beaucoup d'adaptations au Japon dans la façon de faire la construction. Et les éléments sont indiqués. En fait, quand on démonte la maison, ben, l'information est déjà écrite sur les matériaux pour que les personnes qui vont démonter disent « Ah ouais, d'accord, je vois quel matériau, je vois quand est-ce qu'il a été posé, la date de pose, enfin, la durée de vie. » C'est comme l'information est incluse dans le bâtiment. C'est les prototypes des maisons Toyota, c'était ça. Ouais. OK. Mais, Puis on peut aussi s'inspirer des bateaux, des avions. On se dit maintenant que bon, une maison, c'est pas un bateau, c'est pas une voiture, mais si on s'en va vers l'industrialisation, il y a beaucoup à apprendre de ces industries-là. Merci à tous les trois pour vos réponses. On voit que les enjeux sont complexes. Il y a quand même un changement de culture qui est nécessaire. Il y a la réglementation sur laquelle qui doit évoluer. Il y a des évolutions technologiques aussi qui sont nécessaires là, pour favoriser ça. Puis justement, Ivanka et Béchara, dans le cadre du projet Bâtiments adaptables et démontables, vous avez mené un travail de dialogue avec l'industrie pour essayer de voir où en est l'industrie de la construction du Québec en termes de l'adaptabilité. Je sais si vous voulez nous présenter rapidement les résultats, puis de voir comment ces changements sont vécus là, dans l'industrie. En fait, sur ce point-là, on a travaillé beaucoup avec une autre doctorante, Midun Nariman Midun, pardon. Donc, elle a rencontré une quinzaine d'experts, de professionnels de l'industrie de Québec. Il y avait des donneurs d'ouvrages, il y avait des architectes, des ingénieurs de structure, de mécanique électrique. Et en fait, on a posé plusieurs questions. Certaines réponses sont en fait en sommaire ici sur cette slide. Alors, par exemple, par rapport aux raisons qui provoquent un changement le plus fréquemment dans leur pratique professionnelle, il s'avère, et ce n'est pas une grande surprise, que c'est les changements fonctionnels qui sont les plus rencontrés. Mais vous voyez qu'il y a les besoins de changement réglementaire qui provoquent aussi ce besoin d'adaptation technique et politique aussi. Donc, ça, c'est par rapport à cette première slide. On pouvait, oui, alors après, on a posé la question, étant donné cette théorie des différentes couches avec des différentes longueurs de vie, c'est lesquelles que vous avez à changer, à modifier le plus souvent. Et encore une fois, sans grande surprise, on se rend compte que la structure et les façades, ce n'est pas très souvent qu'on doit modifier, mais les services, donc toutes les infrastructures techniques, plomberie, ventilation, électricité et la planification, donc enfin, la disposition fonctionnelle à l'intérieur d'un bâtiment, c'est les choses qui sont les plus souvent rencontrées comme besoin à changer pour répondre au niveau besoin. Puis après, une autre question, c'était le type de changement qui est privilégié pour pouvoir répondre à ces besoins qui ont évolué. Donc, beaucoup de monde privilégie les espaces polyvalents. Donc, ça, c'est pas seulement une adaptabilité, mais aussi une flexibilité. Donc, flexibilité, c'est ce que je peux faire aujourd'hui de cet espace-là. Donc, c'est pas l'adaptabilité dans le temps, dans le futur. Et aussi fonction convertible, qui est, bon, aujourd'hui, c'est un théâtre, puis demain, c'est peut-être salle d'exposition. Taille modulable, je peux faire une salle plus petite, plus grande, ou 2 salles de classe, ben, je peux les faire une grande salle de classe. C'est des choses qui sont super intéressantes et qu'on doit penser pour tout type de bâtiment, surtout institutionnel, éducationnel. Je pense que c'est des stratégies qu'on doit absolument mettre depuis le début d'un projet.
Merci, Ivanka. Avant de passer à la période de questions, j'ai une dernière question pour toi, Carlo, parce que toi aussi, tu été en contact avec l'industrie. Là, le projet que tu as mené d'analyse de potentiel de déconstruction d'un module constructif, ben, c'est un travail que tu as mené en partenariat avec l'industrie. Donc, est-ce que selon toi, cette question d'adaptabilité de la déconstruction, elle est prise en compte? Quelle est ta perception là, de l'industrie là-dessus, sur ces enjeux-là? Peut-être Ouais. ma perception, elle a deux échelles. Premièrement, le travail avec l'industrie de la construction modulaire volumétrique, il est très incarné d'une volonté d'optimiser. Hein. C'est des industriels qui sont là-dedans parce qu'ils souhaitent changer le monde de la construction, ils veulent déjà optimiser, réduire leur empreinte et tout ça. Donc, il y a déjà une prise en main d'une grande partie du problème là. Après ça, l'autre échelle, c'est quand on vient pour planifier la déconstruction ou l'adaptabilité. Tous ces nouveaux dispositifs qui seraient nécessaires ou la prise en compte de dire, mais dans 15 ans, on va pouvoir peut-être modifier certaines choses ou dans 5 ans, on va pouvoir replanifier des espaces. Ça, il y a comme Ivanka disait, le changement de paradigme, il est énorme, dans le sens que souvent, même les industriels et les constructeurs, de façon générale, ils ont été habitués à livrer un bâtiment avec une date. Et on a même des certificats. Hein? C'est fini, je m'en vais, je ne reviens plus. Et donc, là, dans l'adaptabilité, c'est un mode plus collaboratif où, finalement, mais tu t'en vas pas. Il y a un suivi, il y a quelque chose qui doit se planifier pour mettre en place une vraie circularité. Donc, ça, comme changement avec l'industrie, je pense que c'est là où il va falloir travailler parce que ça amène une nécessaire révision contractuelle, suivi des matériaux, inspection plus souvent. On passe vers une nécessaire réparation des composantes et on est loin d'être le pays où la maintenance de nos infrastructures et dans nos mœurs. Hein. C'est comme on laisse aller les choses, puis quand ça sera trop tard, mais on refait. Là, c'est tout ça qu'il faut changer. Ouais. C'est vraiment intéressant. On l'a vu dans plein de projets du Lab de voir que, ah oui, on a travaillé sur des solutions techniques, technologiques, économiques, réglementaires, mais il y a aussi, tu l'as mentionné plusieurs fois, Carlo, aujourd'hui, il manque cas aussi, c'est vraiment des enjeux c'est profond, quoi. C'est des enjeux culturels, pratiques de comment on perçoit nos bâtiments, nos actifs, etc. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on y travaille. Oui, on y travaille petit à petit. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'on est là aussi. On espère que ça vous éclaire aussi, puis que ça vous donne d'autres moyens là d'agir dans vos pratiques. Oui, peut-être juste ajouter deux autres concepts. Le coût global. Donc, quand je fais un bâtiment, comment il est optimal? Est-ce qu'il est optimal au niveau de construction ou il est optimal au niveau coût pendant tout son cycle de vie? Et c'est quoi la longueur de son cycle de vie? Et la deuxième chose, c'est le coût, c'est pas seulement l'argent. Et ça, c'est quelque chose de, je pense que ça va être le plus difficile à changer. C'est le coût de la pollution, de tout ce qu'on enfouit dans la terre, de tout le gaspillage, de tous les matériaux qu'on ne réutilise pas. Ce coût-là, d'abord, c'est difficile à le calculer, de l'évaluer. Puis, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. Donc, on ne peut pas prendre de décision basée sur ça parce qu'on ne le quantifie pas. Ouais. On ne le quantifie pas ou on le quantifie de façon soit biaisée, soit partielle. Tout revient toujours au coût de construction. Alors, tandis que l'image, le portrait doit être beaucoup plus complexe et prendre en compte cette circularité. Mais justement, on va pouvoir entendre parler de cet enjeu-là, de quantification des impacts environnementaux lundi dans le prochain webinaire, parce que c'est aussi des sujets qu'on a abordés dans le lab. Merci à tous les trois pour vos présentations. On va passer à une période de questions maintenant. Donc, Hortense, est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui sont... je suis sûre qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de questions. En effet, il y a des très grosses questions. Je ne suis pas sûre qu'on sera capable d'y répondre dans le temps qu'on a. Je commence peut-être par une ou deux petites questions plus
qui appelle une réponse plus courte. En tout cas, il y a une question sur les bâtiments en Gaspésie, j'en dis juste 2 mots. C'était une ancienne quincaillerie. On demandait c'est quoi la nature des bâtiments. C'était un bâtiment municipal et une ancienne quincaillerie. Puis, si la personne veut nous écrire pour obtenir le rapport détaillé de toutes ces déconstructions-là, c'est avec plaisir. Puis, comme on l'a dit, la plateforme s'en revient bientôt, donc tous les outils seront là. Donc ça, je le traite rapidement. Une autre question intéressante, puisque l'économie circulaire, je reformule, mais puisque l'économie circulaire s'attaque à optimiser les ressources, on parle beaucoup de construction bois comme une des solutions. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas un enjeu au niveau de la ressource bois? Est-ce qu'il y a un conflit entre la ressource bois et les objectifs de développement durable? Est-ce que la ressource bois, si elle est bien gérée, c'est une bonne réponse, ou est-ce qu'il y a des enjeux derrière ça? Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez une réflexion autour de ça. Je peux peut-être Vas-y, me Carlo. lancer parce que je réfléchis beaucoup au bois massif. Ouais. Et ce qui est une très belle stratégie constructive qui est vue comme quelque chose qui peut remplacer le béton, par exemple, avec une empreinte carbone beaucoup moindre. Mais quand je vois des fois la quantité de bois qui est utilisée dans des surfaces murales qu'on vient recouvrir avec d'autres éléments, avec des isolants et tout ça, donc je pense qu'il y a une réelle réflexion sur l'utilisation optimale des matières, dans l'idée que les structures doivent être le plus légères possible, l'utilisation de moins de matières possible, que ce soit le béton, l'acier ou le bois. Mais on doit réfléchir à des solutions qui dépensent moins de matière. Et donc, le bois massif, parfois, je trouve qu'il y a peut-être un excès qui a été fait, surtout pour des surfaces murales, par exemple, parce qu'on les recouvre. Donc, c'est quoi l'objectif? Et donc, là, il y a une réelle question, bois versus acier, par exemple. Le bois, qu'est-ce qu'on fait avec le bois à la fin de vie? C'est beaucoup plus compliqué que l'acier, par exemple, qui peut être déboliné et réutilisé 3, 4 cycles de vie. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont importantes à poser par rapport aux matériaux. Ça rejoint les questions de sobriété qu'on a évoquées pas mal au webinaire 1, puis c'est vraiment le bon matériau au bon endroit, puis je pense que ça fait partie de la réflexion globale. On a une autre question pour toi, Carlos. Quelqu'un qui demande si la construction modulaire est aussi applicable pour les constructions industrielles. La construction modulaire volumétrique, elle est applicable pour toutes les constructions. Évidemment, si on veut atteindre un certain niveau d'efficacité, plus le type se répète, plus il est avantageux. Donc, si on pense par exemple à des résidences pour étudiants, par exemple, ça serait un bon facteur de répétabilité et donc il y a une efficacité, mais ça peut être utilisé pour les écoles, pour les industries. Tout bâtiment, on n'a pas besoin de très, très grandes portées parce que tout ça est contraint par des questions de transport. Donc, le module, il est transporté, donc sa trame éventuellement est dictée par les largeurs de route et tout ça. Donc, quand on n'a pas besoin de très grande portée, oui, tout à fait, le modulaire volumétrique peut être une solution. Et aussi pour des parties de bâtiments. On peut tout à fait avoir des écoles avec des très, très grandes portées, mais pour les systèmes mécaniques, les salles de bain, les éléments de service, parce que c'est là que se situe la complexité de coordination. C'est là où on peut avoir la plus grande valeur ajoutée. Donc oui, ça peut être utilisé. Super, merci. On a plusieurs questions autour de la transmission de l'information que vous avez évoquée là dans la fin de la discussion. Donc, j'informe les personnes qui nous écoutent qu'il y a un webinaire qui va parler d'un des projets du Lab Construction qui travaille sur la traçabilité. Puis d'ailleurs, Bécharat a participé aussi par l'avant. Il y a eu des liens entre 2 projets là-dessus. Donc, on va en reparler dans un autre webinaire, mais je ne sais pas si vous voulez élaborer l'un ou l'autre sur cette question de la transmission de l'information dans le temps long. Est-ce que c'est via les données BIM ou autre que cette information-là sur le contenu du bâtiment peut être communiquée au propriétaire puis au propriétaire suivant? Quel est l'état un peu de la réflexion là-dessus? Oui. Mais je pense que le meilleur système qu'on a aujourd'hui, c'est la donnée BIM, comme tu l'appelles, parce que BIM est censé servir à tous les intervenants dans un projet pendant tout le cycle d'un bâtiment, d'un actif bâti. Donc, BIM est censé recueillir les exigences, les requis pour le bâtiment au début de la conception, puis tout évolue autour d'un modèle
On peut faire des simulations, on peut faire aussi des simulations d'alternatives d'adaptabilité dans le futur. On peut utiliser le modèle, on le rend beaucoup plus précis pour la fabrication, pour la préfabrication. Et après, c'est les mêmes données qui peuvent être utilisées pour la maintenance, pour la gestion de l'actif bâti. Après, ce qu'on appelle HBIM, donc historique, BIM historique ou Heritage BIM, là, on est censé inclure les données de changement, de réparation, de remplacement, etc. Donc, c'est quelque chose qui, en principe, doit servir, doit garder ces données, doit les transmettre toutes au travers du cycle de vie du bâtiment. Maintenant, jusqu'à où l'industrie le fait, on est toujours en apprentissage. Donc, est-ce que c'est BIM ou c'est juste une donnée? Ça doit exister et doit être bien transmis au prochain dans la chaîne. Pratique à faire. Oui, c'est ça. Et ça, ça me paraît vraiment essentiel parce que, bon, Caro mentionnait tout à l'heure, je pense, c'est toi, qu'à un moment donné, bon, il y a dans tous les projets de construction, il y a plusieurs intervenants. Il y a le client, bien sûr, il y a la personne qui va l'usager, il y a l'entrepreneur, et ensuite, il y a des relations qui se mettent en place et des durées de relations qui sont très différentes, qui sont beaucoup basées sur des responsabilités. Quelqu'un qui est propriétaire ou une entité qui est propriétaire d'un bâtiment va devoir le gérer pendant 30, 40, 50 ans, jusqu'à éventuellement le vendre, le passer à quelqu'un d'autre. La société, elle gère le bâtiment, enfin, elle vit avec ce bâtiment-là pendant un siècle et demi, normalement. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. On pourrait dire que la personne qui construit un bâtiment, sa durée de responsabilité finit à l'échéance de cette garantie je veux dire, une fois que la construction est finie, il y en a une période de garantie et après, c'est plus vraiment notre problème. Donc, le fait qu'il y ait tous ces acteurs-là qui ont des relations qui sont très variables dans le temps, il faut que l'information soit contenue dans quelque chose qui puisse aller au-delà du fait que le jour où le propriétaire vend le bâtiment à un autre propriétaire, l'information meurt. Et si elle meurt, là, on n'est plus capable de… Tous les efforts qui ont été mis en place pour que le bâtiment soit adaptable un jour, ils disparaissent en fait. Donc oui, je pense que le BIM devient la source, l'élément le plus intéressant pour pouvoir passer cette information-là, sachant que ça peut être problématique dans des petits bâtiments. Ça, c'est un autre projet, on va en parler dans quelques semaines. Mais c'est sûr que dans un bâtiment de très grand, un pont, un bâtiment industriel, une institution, c'est plus gérable. Mais pour un bâtiment comme un duplex, par exemple, ça devient très difficile de travailler avec du BIM pour ça. Donc, il y a des échelles d'intervention qui sont plus adaptées. Mais ce type d'information peut être tenu même à la municipalité. On peut pas penser à d'autres façons de garder l'information. Mais justement, il y a une question sur comment l'industrie de la construction résidentielle Explex reçoit vos idées. Donc, je pense que Béchara, tu pourras en parler un peu plus en détail sur le projet sur la rénovation résidentielle. Puis, il y a aussi une question sur comment les municipalités peuvent intégrer ça dans les appels d'offres. Donc, c'est aussi un sujet spécifique là, qui va être traité dans le webinaire sur les processus d'approvisionnement, où là, on va vraiment, d'ailleurs, Ivanka a fait un partenariat à présenter avec les porteurs de ce projet-là. Donc, vraiment, comment on peut intégrer des critères de conception circulaire dans les appels d'offres. Donc, ça sera traité dans ce webinaire-là. Puis, il y a juste pour vous aiguiller aussi la question sur la traçabilité des matériaux et ça sera aussi traité dans le webinaire de lundi prochain, donc méthode et modèles d'affaires circulaires. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre plus de questions. N'hésitez pas à nous envoyer des courriels à Hortense et à moi. Je pense que Raphaël va les mettre tout de suite dans le chat. Merci Ivanka et Béchara et Carlo pour répondre, pour vos réponses à vos questions. Et puis merci à toutes les questions qui ont été mises dans le chat. On arrive à la fin de ce deuxième webinaire. Donc, le prochain webinaire, ça va être lundi prochain, donc méthode et modèles d'affaires circulaires. On vous met le lien d'inscription directement dans le chat si vous voulez creuser certains sujets sur le BIM notamment et sur la traçabilité des matériaux, la quantification des impacts environnementaux.
via l'analyse de cycle de vie. On vous invite à vous inscrire à ce webinaire-là. Puis, comme on vous l'a dit, en début de webinaire, il y a notre plateforme avec l'ensemble des ressources, des livrables, des projets qui va être en ligne. Bientôt, on va vous l'envoyer par courriel. Donc là, vous voyez en primeur un visuel de cette plateforme-là. Donc restez à l'affût, on va vous l'envoyer dès que possible. Puis maintenant, je me tourne finalement vers nos trois invités. Donc, notre série s'appelle « Expérimenter la circularité » et on a décidé de poser la même question à tous les panélistes, à tous les intervenants et intervenantes qui participent à la série. Et c'est notre fil rouge, donc plus sur votre expérience au sein du Lab Construction. Donc, que retenez-vous en un mot de votre expérience ou de votre projet d'expérimentation au sein du Lab? Rapidement, Ivanka, je ne sais pas si... deux mots, là. Ouais. Les premiers avant vous n'ont pas été si succincts, donc on vous donne 2 mots. Ouais. Moi, je suis très inspirée et très, comment dire, je vois une vague vers la circularité qui monte et je suis très contente de ça. Et je suis très contente aussi d'en faire partie. Merci. Je peux être content aussi, mais si jamais je dois parler de l'adaptabilité, du point de vue en fait de changement de façon de penser, c'est vraiment de penser une sorte de cohérence holistique quelque part, de vraiment plus penser à notre petit silo, mais de penser vraiment à comment tout ça entre ensemble et de façon cohérente. C'est très important. Ton point, c'est que le lab t'a permis de penser différemment. Okay. Voilà, c'est ça. C'est que la réflexion sur la circularité a ouvert cette façon de penser plus large plutôt que de penser moi, architecte. Moi, j'irais un peu dans la même direction avec, je suis très optimiste par rapport à tout ce qui a été fait dans le lab. Je pense que ça amène un changement de culture. Et pour l'outil, mais je pense de plus en plus à la question de la réversibilité dans la conception. Donc, je pense que ça a été pour moi un takeaway, excusez pour l'anglicisme, mais très important. Super, merci à tous les trois. On retient finalement donc inspiration, cohérence et optimisme de vos... c'est positif. Puis on va continuer, en tout cas, la construction. Il va y avoir une suite. On va continuer à mobiliser les acteurs et les actrices de la construction autour de la circularité. Donc, c'est ainsi que s'achève notre deuxième webinaire de la série. Merci Carlo, Béchara, Ivanka à nouveau. Merci à Carl et à Raphaël pour leur soutien technique en arrière-scène. Vous ne les voyez pas, mais ils sont bien là avec nous dans la salle. Puis on vous retrouve lundi prochain pour la suite de la série. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bonne après-midi. Bye.